Donc ce soir, je vais vous parler de notre pratique d'architecte dans un territoire rural, enfin dans les territoires ruraux et périurbains. Nous sommes installés dans le Massif central, dans deux localités, au Rouget d'abord, dans le Cantal, et puis nous avons aussi un établissement secondaire à Clermont-Ferrand, dans l'ancienne capitale auvergnate. Et nous sommes une équipe pluridisciplinaire, donc avec des architectes, mais aussi des paysagistes, des ingénieurs, des économistes de la construction, et puis voilà, un secrétariat. On s'occupe aussi de toute notre comptabilité. On est un peu comme des Gaulois, on est très indépendants, donc on fait notre propre comptabilité, notre propre gestion, etc. Je vais vous parler essentiellement du Rouget, qui est un bourg qui est implanté en fait dans le sud-ouest du Cantal. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec la géographie du sud-ouest du Massif central, mais on voit en haut à droite sur l'image en fait le massif cantalien, qui est un massif volcanique qui est organisé autour de cette vallée qui rayonne autour du Puy-Marie, qui est un grand site de France. Et notre pratique, elle est plutôt dans le sud-ouest du Cantal, c'est-à-dire qu'on est vraiment plutôt orienté vers le sud-ouest français. Et la particularité de Rouget, c'est que c'est une localité qui est implantée sur une ligne de crête entre deux bassins versants, le bassin versant du Lot au sud et le bassin versant de la Dordogne au nord. Donc à l'échelle du bourg, voilà, enfin, si on pouvait dessiner un peu la morphologie de ce bourg qui est un peu particulier, puisqu'en fait, on va dire les parties les plus anciennes sont installées justement sur cette ligne de crête, les pieds au sec, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce dont je vais vous parler, c'est de notre installation au Rouget, puisque nous avons construit un petit immeuble il y a une dizaine d'années, qui regroupe à la fois notre agence d'architecture, mais aussi 3 logements, dont le mien, et 2 qui sont en location. Un peu comme c'est une sorte de petit manifeste pour témoigner du fait qu'on peut en fait à la fois exercer son métier dans un territoire rural, mais aussi y habiter, et puis habiter un petit peu autrement, c'est-à-dire pas forcément dans une maison individuelle en périphérie du bourg, mais plutôt en plein centre-bourg. Donc l'agence et les logements, nous les avons construits sur une parcelle vacante, ici voilà, que je pointe en rouge sur cette diapositive, à partir d'une photo aérienne des années 70, qui montre très bien en fait, cette figure urbaine qui s'installe sur la crête, entre les deux bassins versants. Je reviendrai sur l'histoire du Rouget plus tard. Donc l'agence d'architecture s'implante voilà, sur cette ligne de crête, qui est la rue principale du village, le Rouget. Et, avec voilà, une architecture contemporaine qui est l'expression en fait finalement des problématiques du XXIe siècle, hein, c'est-à-dire que autant les immeubles en pierre, le granit était la manifestation finalement voilà, d'un milieu jusqu'au XIXe siècle, c'est-à-dire avec des carrières accessibles, des enjeux qui ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui, nos enjeux, c'est quoi? C'est de produire finalement des bâtiments. Aujourd'hui, faire de l'architecture, c'est comment mobiliser ce que j'appelle moi les nouvelles ressources, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, si vous voulez, on n'a plus de carrière. Ça coûterait de toute façon assez cher de construire en pierre, comme vous le savez toutes et tous. Mais par contre, on a beaucoup de bois. C'est-à-dire que en fait, le Massif central est un territoire qui a été marqué par un très fort exode rural, voilà, qui s'est accéléré dans la seconde moitié du XXe siècle. Et donc, l'État a largement encouragé en fait, la plantation de résineux dans le territoire du Massif central, comme sans doute dans le Jura aussi, dans d'autres parties de la France. Mais dans le Massif central, c'est particulièrement en fait, marqué. En fait, voilà, des plantations, c'est ce qu'on appelle l'enraisinement. L'enraisinement en fait dans des parcelles en fait de pâturage. Donc il faut imaginer que le paysage a considérablement changé dans notre territoire, c'est-à-dire que on était plutôt sur un paysage ouvert, plutôt bocagé, avec des prairies, avec voilà, on est dans une région vraiment d'élevage hein, dans le Cantal. Et en fait, il faut imaginer que beaucoup de ces pâturages ont été transformés en parcelles en fait de conifères. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces forêts arrivent à maturité. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à être en partie abattues, enfin, voilà, pour
voilà, tout simplement pour... enfin, c'est une exploitation voilà, de ces forêts qui permet d'imaginer qu'on puisse finalement utiliser finalement cette ressource pour construire autrement. Et c'est ce qu'on a fait donc, dans cet immeuble, c'est qu'on a fait une éclaircie dans une forêt familiale à une dizaine de kilomètres du site pour construire cet immeuble entièrement en Douglas, donc la structure en lamellé-collé, les structures en bois pour toutes les ossatures, mais aussi tous les bardages, les latages intérieurs, les latages acoustiques. Et par ailleurs, nous avions aussi acheté 30 mètres cubes de pin sylvestre d'une forêt de l'ONF qui était destinée à la pâte à papier dans la région bordelaise par crainte en fait, d'une maladie. Voilà. Donc avant même de dessiner l'immeuble, j'ai acheté 30 mètres cubes de pin sylvestre que j'ai fait tranquillement sécher et qu'on a utilisé ensuite en menuiserie intérieure. Donc le bâtiment, voilà, il est très simple, c'est-à-dire que si on le réduit par une sorte de diagramme comme celui-là, en plan et en coupe, en fait, l'idée c'est d'inverser les proportions qu'on a dans l'architecture conventionnelle, l'architecture traditionnelle. Dans notre région, en fait, tous les bâtiments traditionnels sont construits en maçonnerie, en pierre, en granit, jusque dans les années 60, étonnamment. C'est-à-dire qu'on a beaucoup construit en moellon de granit jusque dans les années 60. Et en fait, le bois a été représenté uniquement pour les planchers et les charpentes. Et l'idée, c'est d'inverser les proportions, c'est plutôt de construire davantage avec du bois et beaucoup moins avec de la maçonnerie, puisque la maçonnerie aujourd'hui, c'est plutôt du béton, qui est un matériau qui consomme beaucoup d'énergie. Donc l'idée, c'est de massivement utiliser la ressource locale qu'on a tout autour de nous, plutôt pour édifier les structures, et puis finalement, utiliser le béton pour les fondations, le rapport au sol, et puis quelques volumes qui vont aider pour en fait finalement le confort thermique et puis aider aussi à contreventer les édifices, mais d'une manière plus globale. Je m'intéresse beaucoup à la question des archétypes et finalement c'est aussi une manière voilà, de jouer avec l'architecture, c'est-à-dire que ces masses, elles génèrent une atmosphère particulière, alors que l'architecture en bois, elle va plutôt développer la figure contraire, c'est-à-dire plutôt des structures qui sont très légères et très ouvertes en fait, sur le paysage, ce qui permet de capter en fait, la présence du paysage. Et puis ça va donner lieu à une sorte de généalogie de projet voilà, qui va être un peu récurrente, on va dire des associations de masse et de structures filigranes qui va être récurrente dans notre travail. Sauf qu'évidemment, les projets varient en permanence en fonction du programme et du milieu dans lequel on intervient. Cette coupe montre... donc de l'édifice, donc de l'agence d'architecture et des 3 logements, montre justement cette implantation sur cette ligne de crête. On voit très bien en fait cette implantation géographique avec le bassin versant de la Dordogne au nord, à droite, donc, et puis au sud le bassin versant du Lot. Donc l'édifice poursuit l'histoire du Rouget, de ces édifices qui s'égrènent le long de cette ligne de crête dans le paysage cantalien. Alors si on zoome un petit peu sur la coupe, en fait, vous avez, on met en place des principes bioclimatiques très simples, c'est-à-dire en fait une façade ouverte, très ouverte au sud, qui permet de capter l'énergie solaire de manière passive et de la restituer par déphasage. Un autre principe consiste à en fait enterrer une partie du bâtiment et voilà finalement de se protéger des vents du nord et voilà. Et du coup au nord on a une sorte de sol artificiel qui permet de rattraper la différence de niveau entre les 2 rues, dans lequel on a enterré en fait la cuve de récupération des eaux de pluie qui permet d'alimenter l'ensemble des sanitaires, mais aussi les machines à laver le linge et puis les robinets de puisage à l'extérieur. Et puis une autre cuve qui permet de stocker le granulé bois, qui permet de chauffer l'ensemble du bâtiment, mais aussi 2 autres maisons de ville voisines. C'est-à-dire qu'on a proposé à nos voisins aussi de se raccorder sur cette chaudière. C'est un sujet qui est en train de devenir vraiment, aujourd'hui, dans le contexte de géopolitique extrêmement tendu, la question de l'autonomie énergétique devient un enjeu essentiel dans nos territoires ruraux. Puisqu'il faut imaginer que la plupart de mes voisins se chauffent encore au fioul et au gaz. La façade, voilà, manifestation de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire une façade captrice qui permet de capter l'énergie solaire, de la restituer par déphasage. C'est-à-dire c'est juste valoriser en fait les calories, c'est-à-dire les ressources d'un projet, ça peut être le bois, mais c'est aussi le soleil, simplement. Vous voyez par exemple dans le Cantal, Aurillac fait souvent la une des bulletins météo. Sur la carte nationale, on est souvent sur des températures très fraîches, mais ça occulte des données extrêmement intéressantes, qui est la suivante, c'est qu'on a un taux d'ensoleillement extrêmement important, largement supérieur à Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand.
Voilà, alors que par ailleurs on a pas mal d'eau, mais quand il pleut, il pleut, et si on n'a pas de couverture nuageuse, il fait extrêmement très beau. Et les températures basses s'expliquent par en fait, ce qu'on appelle les éclaircies nocturnes, puisque la nuit, en général, on n'a pas de couverture nuageuse, et donc on a des températures extrêmement fraîches le matin. Donc c'est une particularité en fait du climat local. Mais donc le soleil est une ressource extrêmement intéressante à valoriser, mais il faut aussi s'en protéger, hein. Vous voyez, aujourd'hui, ici, cet après-midi, il fait quand même très chaud. Et donc la question du confort d'été devient essentielle dans l'architecture aujourd'hui, autant que le confort d'hiver. Parce que sans quoi, si on n'y prend pas soin, en fait, on va devoir en fait, utiliser de l'énergie pour rafraîchir nos bâtiments dans les années qui viennent. Donc la hiérarchie des percements se manifeste de la manière suivante, c'est-à-dire une façade plutôt très ouverte au sud, plutôt fermée au nord et sur les autres façades. Cette carte, elle montre justement les ressources considérables qui sont aujourd'hui à maturité. Vous voyez, ça c'est une carte de l'enracinement dans une partie du massif central. Vous voyez l'atelier du Rouget, toutes les taches rouges représentent en fait les forêts nouvelles qui ont été plantées en fait dans l'après-guerre. On voit qu'en fait on a des gisements très importants en Corrèze, beaucoup en Puy-de-Dôme, à l'articulation entre le Puy-de-Dôme et la Loire, mais aussi dans la Creuse. Et donc c'est ces gisements-là qu'on propose finalement de valoriser dans l'architecture pour imaginer en fait la mise en place de circuits courts pour éviter que les matériaux se déplacent sur des milliers de kilomètres. Donc cette cartographie, elle montre justement la mise en place de ces circuits courts, l'atelier de l'architecture au centre de cette petite carte. On a ensuite tous les acteurs qui gravitent autour du projet, que sont à la fois le site où a été les gisements de bois, mais aussi en fait les charpentiers, les scieurs, l'entreprise qui a mis en œuvre le lamellé-collé, etc. Voici quelques images de l'éclaircie dans la forêt familiale et du débardage. La mise en œuvre en fait, des structures qui sont préfabriquées en atelier par le charpentier. Ici, ce sont des éléments de plancher qui sont assemblés sur en fait, un système de portique en lamellé-collé, un peu particulier puisque chaque poteau prend 2 poutres par l'intermédiaire d'une console métallique. Vous voyez en fait en bas de l'image les planchers préfabriqués en bois, en Douglas, qui permet avec ces réservations qui permettent de traiter l'acoustique, qui devient une opportunité de projet, non pas un problème. C'est-à-dire qu'en fait, l'acoustique, il y a différentes manières de la considérer, soit comme une manière aussi de produire l'architecture, c'est-à-dire de qualifier l'espace, ou alors on vient rajouter en fait, des éléments qui sont prescrits par un acousticien, comme des plafonds, des dalles 60-60 qu'on peut voir un peu partout dans l'architecture contemporaine, malheureusement. Mais on peut aussi s'en servir pour qualifier l'espace. Et ici, la mise en place de ces des grands carreaux, ces grands qui viennent en fait créer la façade rideau et qui vient en fait autoriser justement le rayonnement solaire au plus profond de la construction. On habite en moyenne montagne, hein, donc on a aussi, on a besoin, on cherche quand même la chaleur, d'une certaine manière, on est à 650 mètres d'altitude, même s'il faut aussi s'en protéger par moment, comme en ce moment, au mois de mai, mais on cherche aussi toutes ces calories, en particulier l'été, et on joue en fait sur le rayon d'incidence, c'est-à-dire qu'on calcule notre rayon d'incidence, c'est-à-dire la manière dont on se protège du rayonnement solaire, et en même temps la manière dont on s'ouvre en période hivernale, au cosmos pour justement pouvoir bénéficier de ces apports. Quelques images de l'agence d'architecture une fois mise en service avec cette double hauteur, avec le système de façade rideau et puis les volets qui sont déportés, qui sont suspendus à la structure en bois et qui permettent en fait justement de contrôler les apports solaires. Et le bois, en fait, on s'en sert en structure, mais aussi en menuiserie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, aussi pour le mobilier, si bien qu'à la fin, l'architecture et la synthèse de tout ça, il y a une sorte d'ambiguïté un petit peu entre ce qui est porteur et ce qui est de l'ordre de la menuiserie. Là, c'est la partie rez-de-jardin adossée, donc les contre-terriers au nord et qui s'ouvre largement sur un jardin au sud. Quelques détails. Voilà. Le contrôle solaire, donc là, en fait, c'est ce que j'appelle moi le dédoublement de la façade, c'est-à-dire que vous avez la façade à proprement parler qui est la façade vitrée, et ensuite, en fait, on a un système de grands volets qui est déporté, et entre les deux, en fait, c'est là où s'exprime aussi le plaisir d'habiter, c'est-à-dire entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que pour
produire des bâtiments extrêmement efficaces, il faut être sur des formes compactes. C'est-à-dire plutôt, c'est ce qu'on appelle le coefficient de forme, c'est-à-dire que finalement c'est le rapport entre l'espace qui est en fait les surfaces les surfaces habitables et puis l'enveloppe. En fait, il faut que ce rapport soit le meilleur possible pour avoir un bâtiment qui est le plus performant du point de vue énergétique. Quand je parle de la performance de l'enveloppe, avant de parler de système actif pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment. Mais en fait, ça n'empêche pas d'imaginer en fait tout un travail sur ce qu'on pourrait appeler la croûte autour du bâtiment, où s'exprime le plaisir d'habiter, encore une fois, qui constitue aussi tous les espaces intermédiaires, les loggias, les balcons, les terrasses, qui finalement aussi finissent par caractériser l'architecture. Et donc, vous voyez, en fait, ici, par exemple, là, c'est mon séjour. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette architecture-là, c'est que c'est plus vraiment forcément un mur qui est percé, comme dans l'architecture conventionnelle, mais c'est plutôt la fabrication d'une sorte de lisière entre l'intérieur et l'extérieur. Un peu comme si vous étiez dans une forêt et que finalement, vous fabriquiez une sorte de lisière artificielle entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les codes de l'architecture moderne, forcément, par exemple, où il y a un rapport un petit peu brutal entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, un espace avec un mur qui est percé par une fenêtre en bandeau. Eh bien, là, l'idée, c'est plutôt de fabriquer une sorte de lisière épaisse qui prend plusieurs mètres et qui est constituée par tous ces éléments verticaux. Donc, vous avez des poteaux porteurs, vous avez les poteaux de façade qui sont non porteurs, qui tiennent uniquement la façade vitrée, et ensuite, vous avez les volets qui sont encore déportés et qui permettent de fermer toute la loggia. Et, ces volets, ils sont mobiles, ils se ferment plus ou moins, et donc on garde en fait l'usage de la terrasse même quand tous les volets sont fermés. Et voilà, c'est cette lisière dont je parle. C'est un ensemble de filtres finalement. Vous avez aussi les rideaux, voilà, qui sont très importants en période hivernale. Alors moi j'ai installé des rideaux en laine et qui permettent de couper la sensation de paroi froide l'hiver. C'est très important. C'est-à-dire que vous avez la température ressentie, mais vous avez aussi la sensation de paroi froide quand vous avez des grandes surfaces vitrées. C'est pas parce qu'il fait 21 degrés. Si vous êtes à proximité d'une grande paroi vitrée, en fait, vous avez le sentiment qu'il fait froid, alors qu'il fait pas froid. Mais voilà, donc d'où l'importance d'actionner. En fait, l'habitant devient finalement, acteur finalement de ce logement. Moi, j'ai en horreur tous les systèmes domotiques. J'estime qu'il faut que les habitants se prennent en main pour que, en fait, justement, ils deviennent acteurs de leur logement et qu'ils retrouvent un lien à la question climatique, quoi. C'est-à-dire, voilà. Ici, c'est une photo qui montre aussi les différentes ambiances. Ici, c'est une photo au solstice, à l'équinoxe d'automne. Donc autour du 21 septembre, qui est sans doute la plus belle lumière chez nous, et qui dégage une atmosphère particulière, très douce. Et puis ça, c'est une photo au solstice d'hiver, qui montre que cette architecture permet de faire en sorte que la lumière rentre au plus profond du logement, jusqu'à 6 mètres à peu près. Et ça change complètement notre rapport, notre rapport à l'habitat. C'est-à-dire qu'ici, on est capable de se promener en t-shirt à Noël, sans chauffage, si peu qu'il fasse beau. Pardon. Voilà ce que j'appelle les espaces intermédiaires. Enfin, c'est pas moi qui les appelle comme ça d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on les appelle dans le métier. Donc les espaces intermédiaires entre intérieur et extérieur, où s'exprime le plaisir d'habiter. Ici un autre exemple qui est la double hauteur qui précède en fait l'agence d'architecture qui est installée sur les 2 premiers niveaux. Moi j'habite sur les deux niveaux au-dessus. Voilà, je vous parle rapidement de l'installation parce que souvent on me pose la question, mais pourquoi vous êtes installé en fait dans un centre-bourg? Moi, je suis originaire du Cantal. J'ai fait le pari après l'école de me réinstaller là, d'y exercer mon métier, et ça fonctionne. J'ai beaucoup de travail. Moi, j'invite vraiment les jeunes architectes à s'installer dans ces territoires-là, puisque finalement, dans les métropoles, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de très bons architectes. Et les territoires ruraux et périurbains ont besoin vraiment de professionnels en fait, pour monter en qualité. Voilà. Imaginez en fait, une action longue, une sorte de démarche un peu comme ça, incrémentale, qui fasse que en fait, l'architecte dans ces territoires-là participe à la montée en qualité de ces territoires qui paraissent un peu oubliés parfois.
Voilà, mais ça passe par l'idée selon laquelle il faut vraiment s'implanter, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément évident avec la culture des jeunes. Vous voyez, les jeunes, ils sont très volatiles, ils changent de métier facilement, ils ont du mal à s'ancrer dans un territoire. Moi, je défends l'idée qu'au contraire, il faut vraiment s'implanter dans un territoire pour y mener une action très longue. Et vous voyez, par exemple, avec les élus du Rouget, en fait, on mène un travail sur la très longue durée. Qui est un plan guide qu'on a appelé le plan guide du parc du Rouget. Et donc je vais vous expliquer rapidement l'histoire du Rouget pour arriver jusqu'à en fait, ce projet de plan guide qu'on a mis en place avec les élus. On a la chance d'avoir une grande stabilité politique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une liste qui se présente à toutes les élections. Donc en fait, en gros, on a des acteurs qui évoluent évidemment en fait, d'élection en élection, mais en même temps, on arrive à construire du coup un projet sur le long terme. Donc le Rouget, à la fin du 19e siècle, c'est ça. Le Rouget n'existe pas. Le Rouget n'existe pas tout simplement parce qu'en fait, le bourg prend corps autour d'une gare qui est implantée à la fin du 19e siècle sur la ligne ferroviaire entre Figeac et Aurillac. Donc il faut imaginer en fait un territoire en fait, plutôt caractérisé par ces marécages, voilà, un territoire un peu humide, très pauvre, avec une agriculture, oui, très très pauvre, où l'exode rural est très marqué, comme je vous l'ai dit, il commence. Il commence d'ailleurs l'exode rural dès le XVIIe siècle chez nous, avec une migration notamment en Espagne, à Paris, ça c'est très bien documenté. Voilà, parce que les fermes en fait, n'arrivent plus à nourrir en fait, cette population qui est très nombreuse. Et donc, voilà, donc imaginez ce territoire rural. Et alors, ce qui est intéressant, cette gare, elle est implantée en pleine pampa. Vous allez me dire, mais pourquoi? En fait, uniquement pour des raisons techniques. C'est-à-dire que là, il fallait pouvoir ravitailler les locomotives à vapeur après une rampe considérable entre le sud-ouest du Cantal et puis le plateau granitique qui précède le bassin rouillacois et ensuite le massif cantalien. Donc, pour des raisons techniques, on crée cette gare. Voilà. Voilà une photo qui montre justement une locomotive à vapeur qui rentre en gare du Rouget. On crée une petite gare de triage qui est intéressante puisqu'en fait, depuis cette gare, le bois du Massif central va descendre vers le sud-ouest et le vin de Cahors notamment remonte jusque dans le Cantal qui ne produit pas de vin. Comme vous le savez très bien, il produit plutôt du fromage. Ce paysage-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qu'on pourrait appeler le paysage politique, pour reprendre en fait le propos d'un paysagiste que j'aime beaucoup qui s'appelle John Frankoff Jackson, qui est un paysagiste américain, qui est plutôt un penseur d'ailleurs, c'est pas un paysagiste au sens praticien, hein, mais plutôt un théoricien, qui a écrit un très très beau livre qui s'appelle À la découverte du paysage vernaculaire, et qui explique très bien en fait finalement cette distinction entre le paysage vernaculaire, qui est voilà le fait des populations, enfin on va dire des communautés humaines qui construisent d'une manière voilà autonome, sans architecte, sans ingénieur, qui vont plutôt suivre voilà des logiques, des logiques où ils vont par exemple s'implanter en suivant les courbes de niveau, par exemple, voilà. Et puis il y a les logiques de l'ingénieur, c'est-à-dire que les logiques de l'ingénieur, c'est des logiques pensées dans les grandes capitales, qu'elles soient nationales ou régionales, où en fait, par exemple, les questions de mobilité, en fait, on fait fi en fait finalement de la géographie locale, on fait fi aussi des communautés. Alors, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste que ce qui est intéressant, c'est que quand on décrypte un paysage dans un territoire rural ou périurbain, en fait, on a cette coexistence entre les tracés vernaculaires et les tracés d'ingénieurs. Et c'est ce qui fabrique finalement une charpente urbaine. Donc, vous voyez, ce tracé de l'ingénieur, en fait, il ne s'occupe pas du tout de la topographie. Hein. On a créé une énorme tranchée qui traverse en fait le territoire du Rouget, voilà, pour des raisons topographiques. Alors, on s'est quand même installé dans une sorte de petit col dans cette ligne de crête pour minimiser les déblais et les remblais, mais quand même, c'est assez violent quand même dans le paysage. Par contre, l'habitat, lui, va s'implanter le long des chemins ruraux préexistants, qui en fait irriguaient en fait l'ensemble des pâturages et qui permettaient de se rendre d'un point A à un point B, notamment de Saint-Mamé à la Roquebrou, qui sont deux bourgs préexistants un petit peu importants. Et ces chemins ruraux, évidemment, ils empruntaient plutôt en fait les espaces qui étaient secs. Donc sur cette ligne de crête. Donc voilà l'expression du paysage vernaculaire qui va prendre place en fait à la fin du 19e et au début du 20e siècle, avec voilà des tracés plutôt courbes, avec des morphologies un petit peu organiques. Et puis
dans les années 1945, les habitants du Rouget demandent leur indépendance administrative parce que le bourg grossit, il dépendait encore d'une commune limitrophe et en fait intervient de nouveau un tracé d'ingénieur, un tracé d'urbaniste quelque part à Paris qui, voilà, suite à la décision du général de Gaulle d'acter la création de la commune du Rouget. Et en fait, donc la collectivité fait des acquisitions foncières accompagnées par l'État avec la création de deux nouvelles voiries. Un énorme remblai ici qui crée la place du village, un peu comme une sorte de centre civique comme on peut le voir en Finlande. Hein. À la même époque, il faut imaginer qu'Alvar Aalto il faisait des centres civiques de très, très grande qualité. Alvar Aalto étant un architecte finlandais, une grande figure du mouvement moderne. Voilà, il faisait des centres civiques articulant des bâtiments, des équipements publics et des espaces publics. Alors, ce qui a fait défaut au Rouget, c'est que, en fait, il y a une pensée des édifices, des équipements publics, mais finalement, la question de l'espace public, en fait, est restée un impensé. Donc, en fait, c'est une grande plaque comme ça, voilà, avec un grand emblai autour de c'est autour de finalement, cette place qu'on implante les équipements publics, mais il n'y a pas de réflexion vraiment sur la qualité des espaces publics. Et puis ensuite, il y a dans un quatrième temps, il y a une sorte de grande vague d'anthropisation. Moi, c'est ce que j'appelle une période de flux, quoi. C'est-à-dire c'est ce qu'on trouve un peu partout en France, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexion sur comment on va urbaniser en fait le territoire. Donc, c'est là qu'on voit apparaître en fait des lotissements qui vont s'égrener le long des voies aussi. Voilà, une logique foncière un peu assez répandue en France, hein, c'est-à-dire qu'on égrène de l'habitat individuel le long des routes existantes, puis on crée aussi de nouvelles poches qui fonctionnent plutôt en vase clos sous la forme de lotissement. Mais en fait, cette artificialisation et cette urbanisation diffuse, elle s'exprime aussi autrement par la création d'un lac artificiel qu'on peut voir ici, la route nationale 122 qui est déviée et qui crée de nouveau l'expression d'un paysage politique avec un énorme remblai qui vient couper le territoire rural. Voilà, donc finalement l'histoire se poursuit. Et donc, ce qu'on a proposé aux élus de faire, c'est de réfléchir à ce qu'on pourrait imaginer demain, au XXIe siècle. Après une période de flux, on a proposé aux élus de réfléchir plutôt à une période de reflux, c'est-à-dire imaginer que plutôt que de continuer à artificialiser le sol, on pourrait considérer tous les espaces ouverts du secteur sud du Rouget comme un grand territoire, un potentiel de régénération qu'on pourrait densifier, dont certaines parcelles pourraient muter, et pour imaginer que c'est peut-être là plutôt qu'on pourrait imaginer de nouvelles opérations de logement, intégrer de nouveaux équipements publics, etc. C'est ce qu'on appelait, nous, le parc du Rouget. Le parc du Rouget, et on a établi une sorte de plan guide avec un périmètre qui est défini selon une triple logique. Une logique géographique, c'est tout le bassin versant du Lot, confluence de plusieurs Telweg. Une logique aussi programmatique, le périmètre contient tous les équipements publics de la commune aujourd'hui. Et une logique foncière, puisque c'est un périmètre qui est presque entièrement public et donc dans lequel il est très facile d'intervenir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un plan guide Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est déjà de fabriquer un récit auquel les habitants et les élus sont capables de s'identifier. C'est de reconnaître les milieux et prendre soin d'eux. Prairies humides, boisements. C'est imaginer notre rapport au vivant aussi. C'est identifier les usages et les stimuler pour rendre les territoires communaux plus attractifs pour ses habitants. Et d'une certaine manière, c'est une manière aussi de soutenir indirectement l'activité de la commune. Quand je parle d'activité, on parle c'est tous les services et les commerces, qui est un vrai enjeu pour les territoires ruraux, c'est-à-dire finalement de conserver en fait son activité commerciale et ses services, voire même de les développer. C'est identifier aussi des parcours pour les améliorer, en imaginer de nouveaux, pour encourager les mobilités douces. On est encore sur une culture moderne très forte dans les territoires ruraux français, c'est-à-dire qu'on se déplace encore énormément avec la voiture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infrastructures qui sont faites vraiment pour la mobilité piétonne et cycliste, hein. C'est-à-dire qu'on est encore vraiment tributaire de sa voiture. C'est identifier les seuils du parc, lesquels sont à qualifier. C'est aussi identifier, ce que je disais tout à l'heure, tous les espaces mutables pour accueillir de nouveaux programmes et freiner l'artificialisation des terres agricoles. Et c'est aussi réduire le bilan carbone de la commune en faisant la ville sur la ville.
Imaginer aussi une stratégie qui tende vers une autonomie énergétique. Aujourd'hui, les élus réfléchissent à la mise en place d'un réseau de chaleur, au moins pour les équipements publics. Et une fois que les équipements publics seront updatés du point de vue de l'isolation, ils vont pouvoir, ce réseau de chaleur va pouvoir du coup être proposé à un certain nombre d'habitants qui pourront venir se raccorder sur ce réseau de chaleur. Et in fine, c'est aussi répondre à notre modeste échelle aux enjeux du XXIe siècle, nouveau régime climatique, effondrement de la biodiversité, artificialisation des terres. Il faut imaginer que même dans une localité comme le Rouget, même alors qu'on est dans un milieu tout à fait protégé, globalement, en fait, il se pratiquait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on busait des ruisseaux, on remblayait des zones humides, etc. Ça, je vous parle d'il y a encore 10 ans. C'est-à-dire encore des choses qui paraissent invraisemblables aujourd'hui. C'est même pas imaginable aujourd'hui. Et puis c'est aussi acculturer les habitants. Alors, juste ce livre, voilà, qui me paraît très important, Les limites à la croissance, c'est un livre qui a été rédigé dans les années 70. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui ont été précisément décrites dans ce livre. De Dennis Meadows, Donella Meadows et de Jürgen Randers. Seul Dennis Meadows est encore en vie, il a plus de 90 ans. Il y a eu un update de ce livre dans les années 2000. Ils viennent faire une nouvelle update là, cette année, je crois, ou l'année dernière. Et en fait, moi je crois beaucoup à ce qu'il dit aujourd'hui quand il est interviewé, c'est-à-dire que dans les années 70, il disait que en fait, c'est lui qui a inventé d'une certaine manière le concept de développement durable. Aujourd'hui, il dit le développement durable, c'est trop tard. En fait, il est trop tard pour le développement durable. Donc la question, c'est quoi? C'est de multiplier en fait les petits systèmes résilients, en fait, pour essayer de prendre en fait la porte à une vitesse un peu moins rude. Donc la question, elle est là. C'est en fait mon action, moi je la vois comme celle-là, c'est-à-dire intervenir dans un territoire, m'occuper de ce territoire entre guillemets, et d'imaginer comment, en fait, à l'échelle locale, on arrive à mettre en place des petits systèmes résilients pour essayer de faire face, en fait, aux catastrophes qui vont arriver. Et voilà. Et là, je suis pas un adepte des théories de l'effondrement, etc. C'est pas ça. C'est juste que, en fait, faut être lucide, quoi. Donc, tout ça, ça se traduit par une sorte de plan guide. Voilà, qui est une ébauche qui a été esquissée dès 2017 et qui est continuellement en mouvement. Alors un plan guide, c'est pas un document de planification rigide, c'est plutôt un document qui est capable justement d'intégrer en fait des opportunités du moment, voilà, mais qui fixe quand même des grands enjeux, c'est-à-dire notamment sur la question urbaine, c'est-à-dire les nouveaux développements urbains, mais aussi une manière par exemple, de gérer tous les espaces verts de la commune qui sont très vastes, de nombreux hectares. Jusqu'à encore quelques années, en fait, toutes les pelouses étaient systématiquement tondues, à peu près toutes les 3 semaines. Donc, voilà, une biodiversité qui en prend un coup, beaucoup d'énergie sous forme de pétrole ou d'essence pour les machines qui tondent en fait et qui entretiennent tous ces espaces verts. Et donc on a proposé aux élus de réfléchir à une stratégie de gestion différenciée qui est aujourd'hui à l'œuvre. On a aussi mis en évidence en fait la qualité des milieux traversés, c'est-à-dire que en fait à force de les voir, on se rend même pas compte que finalement le parc il existe déjà. C'est-à-dire le parc est là, on a des situations de pelouse, des situations de prairies, des talus, des prairies humides, un ruisseau, on a aussi des situations de lisière, des boisements denses, on a aussi des prairies sous-futées. Et tout ça, ça fabrique déjà une charpente qui est capable de donner corps à ce parc. Alors pourquoi ce parc? Un petit mot quand même, parce que en fait, au Rouget, on n'est pas dans une ville constituée. Vous voyez, par exemple, Dijon, le centre de ville de Dijon, ou des petits villages médiévaux. En fait, ce sont des villes très denses, des villages denses, qui sont des villes constituées. C'est-à-dire que finalement, ce qui prime, c'est l'architecture. C'est-à-dire que la morphologie de l'architecture, en fait, caractérise l'espace. Au Rouget, c'est très différent. On est sur des espaces très ouverts. Et finalement, la référence qu'on pourrait aller chercher se situe plutôt en Scandinavie ou aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer des espaces très agréables à habiter, mais dont la référence, c'est plutôt l'espace ouvert. Vous voyez quelques exemples ici de Leverens en Suède, mais aussi de Alvar Aalto en Finlande et de Hudson
également en Suède et au Danemark. Donc, imaginez que finalement la qualité spatiale, elle vient surtout de la qualité paysagère, surtout du rapport en fait, aux espaces agricoles et naturels. Quelques images qui montrent en fait ce travail sur l'identification des seuils de ce parc et imaginer et des parcours. Donc c'est ce qu'on voit en rouge foncé, mais ici aussi en pointillé, les nouveaux parcours qu'on pourrait imaginer et les nouveaux seuils qui pourraient être mis en œuvre pour faire en sorte que les habitants ils laissent leur voiture en fait à ces points d'entrée plutôt que de se rapprocher en fait par exemple du plan d'eau pour aller se promener. Ou imaginez même qu'on ne prenne pas du tout la voiture, qu'on se rende de chez soi jusque dans ce parc, et puis encourager en fait les connexions entre les différentes parties du Rouget. Quelques actions déjà qui ont été mises en œuvre depuis la constitution de ce plan guide. D'abord, vous voyez ici toute cette, en fait, on part finalement de la place historique avec ce que j'appelais tout à l'heure le centre civique jusqu'au plan d'eau ici, avec la mise en place en fait une réhabilitation, une transformation de l'ancien foirail avec des plateformes polyvalentes qui permettent d'être le support de différents usages. Donc c'est du parking en semaine, mais ça peut être aussi le parking pour le marché le dimanche qui se tient sur la place. Ça peut être aussi ici un vide-grenier, c'est aussi de là qu'on tire le feu d'artifice pour la fête du village, etc. Et puis la création de parcours piétons. Il faut imaginer qu'il y a encore quelques années, il n'y avait aucun parcours qui allait du centre-bourg jusqu'aux écoles. C'est-à-dire que tous les parents d'élèves amenaient leurs enfants en voiture à l'école. C'est tout bête, hein, mais donc l'idée ici, c'est pas d'imaginer en fait des aménagements très coûteux en pierre, très bien dessinés. C'est plutôt de mettre en place une charpente qui n'existait même pas, de mobilité douce pour de se rendre d'un point A à un point B. Une autre action autour du plan d'eau artificiel, qui est un héritage. Hein. L'idée, c'est de faire avec aussi. Vous voyez, par exemple, ce plan d'eau, en fait, on pouvait s'y baigner il y a une quinzaine d'années, on peut plus s'y baigner parce qu'il y a 3 ou 4 fermes qui sont au-dessus, qui balancent leur intrant et qui polluent en fait l'eau. Et tous les ans, les employés communaux rabattaient systématiquement la répulsive autour du plan d'eau. La répulsive, c'est la végétation spontanée qui apparaît autour du plan d'eau. Or, en fait, cette végétation peut avoir un rôle extrêmement important pour justement filtrer les eaux et puis rendre les eaux de meilleure qualité, abriter aussi une faune, etc. Donc on a établi une carte comme celle-ci avec des séquences voilà, où finalement la répulsive est conservée et d'autres où on l'entretient pour pouvoir maintenir en fait des vues paysagères intéressantes par rapport au plan d'eau. Quelques aménagements aussi pour accueillir des jeux pour enfants, aussi des habitats loisirs, voilà. Donc c'est des actions extrêmement simples, hein, voilà, qui ne nécessitent pas des plans hyper détaillés, mais qui sont plutôt, voilà, c'est plutôt des projets à grande échelle et qui permettent de changer la manière de traiter en fait les espaces ouverts. Quelques images en fait depuis cette nouvelle gestion du parc. Avec une gestion différenciée, des espaces qui sont plus tondus systématiquement, un troupeau de moutons qui entretient aussi une partie des espaces publics, qui sont très vastes. Tout ça, c'est en discutant avec, par exemple, les employés communaux. Un des employés communaux avait aussi quelques moutons, et on lui a suggéré aussi tout simplement de pouvoir les faire pâturer sur l'espace public plutôt que de les tondre. D'autres actions qui sont en cours aujourd'hui, des terrains de pétanque, des potagers familiaux, la réhabilitation aussi des tribunes du terrain de foot, une nouvelle médiathèque, un accueil périscolaire, des salles associatives dans un bâtiment, la réhabilitation de l'ancienne mairie des années 60, qui se transforme en maison de service, avec la création aussi du réseau de chaleur bois dont je vous parlais tout à l'heure, de nouveaux cheminements piétons. Voilà, donc des potagers. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle action dans ce parc, l'idée, c'est qu'elle devient constitutive de ce parc. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas créer une nouvelle poche autonome comme on ferait en fait habituellement. C'est-à-dire que dans beaucoup d'espaces périurbains français ou dans beaucoup de bourgs, en fait, on crée une salle polyvalente avec son parking dédié, sa haie qui fait tout le tour, donc ça devient une pièce autonome. Ensuite, on crée un nouvel équipement avec sa haie, son parking dédié, etc. L'idée, c'est au contraire de mutualiser en fait, par exemple, les zones de stationnement, les partager à plusieurs équipements. Ici, par exemple, les potagers, la piscine, le terrain de foot, les terrains de pétanque. Donc un seul parking pour tout ça, et surtout
les espaces sont ouverts et on peut circuler librement d'un espace à l'autre tout ça, ça devient des pièces d'un parc. Voilà, ça change complètement en fait la manière de considérer en fait l'espace urbain. Ici, c'est la médiathèque là, qu'on vient de livrer, donc un édifice assez simple, monolithique, voilà, qui regroupe une médiathèque, mais aussi des salles associatives et qui accueille aussi le périscolaire, donc avec 2 maîtres d'ouvrage, une maîtrise d'ouvrage communale et une maîtrise d'ouvrage intercommunale. Quelques images, voilà, donc le projet s'insère dans le parc, au pied du centre civique. Ici, on reconnaît l'église et à côté la mairie. Et en fait, l'emplacement de ce nouvel équipement a été choisi en fonction en fait du plan guide, c'est-à-dire qu'on l'a disposé à côté de l'ancien foirail et de ces plateformes polyvalentes pour éviter de créer une nouvelle zone de parking. Donc il y a 0 place de parking créée pour ce nouvel équipement, important à l'échelle intercommunale. Quelques images en fait intérieures qui montrent en fait voilà tout ce que j'ai décrit tout à l'heure pour l'atelier du Rouget, qu'on décline en fait pour les bâtiments publics aussi avec les ressources locales. Donc tout ça c'est du bois du Massif central, avec du Douglas, du pin, mais aussi du chêne du Limousin pour ce plancher de danse. Donc avec une réelle attention aux ressources qu'on met en œuvre. Voilà, je passe rapidement. Et puis toujours l'association d'un noyau en béton qui permet de stocker l'énergie solaire, de la restituer. Et puis tout autour, on a plutôt des structures filigranes en bois et un rapport au paysage. Habiter un centre-bourg avec un équipement public qui est une école à Azé, en Saône-et-Loire. Voilà, un jeune architecte nous a demandé de répondre avec lui sur ce projet qu'on a gagné, un petit concours. Une petite école. C'était juste pour illustrer une chose très simple, c'est que il me semble que dans tous les projets, il faut avoir vraiment une délicate attention à ce qui est déjà là. Je m'explique, dans cette école, dans le programme, il était demandé de supprimer en fait le préau et de créer la nouvelle école. Et puis il y avait voilà, donc ce préau qui était plutôt très beau, et puis il y avait un très très beau noyer juste à côté. Et donc on a construit tout le projet à partir du préau et du noyer. Et puis tout ça avec une architecture qui, si on n'y prend pas attention, en fait, on a l'impression qu'elle a toujours été là. C'est une sorte de grande politesse par rapport au milieu dans lequel on s'insère. Vous voyez, donc voilà, Azé, c'est un paysage de vignes avec 2 coteaux, le bourg donc qui s'implante voilà à l'articulation entre ces 2 coteaux dans cette sorte de dépression, dans ce talweg, voilà. Et donc là, l'école est ici, donc on la devine à peine. Elle reprend en fait le langage vernaculaire en fait d'Azé, c'est-à-dire des murs en calcaire, des toitures en terre cuite. Mais là, plutôt que d'avoir 2 toits à double pente, on les a juste écartés, et puis du coup, on a un système de shed qui permet d'éclairer d'éclairer indirectement toutes les salles de classe pour trouver un bi-éclairage. Et puis le préau, on en a fait finalement le seuil de l'école, c'est-à-dire que le préau devient l'entrée de l'école, c'est-à-dire que on a percé le mur du fond du préau qui devient la porte d'entrée de l'école. Voilà, avec une rampe qui permet d'être accessible aux personnes à mobilité réduite. Et puis toute l'école s'organise autour de ce noyer qui est magnifique et qui nous paraissait très, très important à conserver. La distribution des salles de classe, le rapport en fait à cette cour qui est fabriquée par l'extension et le préau préexistant qu'on a conservé, l'antichambre de 2 salles de classe ici, et puis l'éclairage zénithal que j'évoquais tout à l'heure qui permet d'avoir un bi-éclairage dans toutes les salles. Ici, un autre projet qui est à Ghana, cette fois-ci dans l'Allier, dans le nord auvergnat. Ici, la question, c'est voilà, comment en fait adapter à chaque fois l'édifice aux ressources qui sont en présence. Ici, à Ghana, on a une entreprise d'économie sociale et solidaire, une entreprise de réinsertion qui fabrique des bardeaux en châtaignier. Et donc, en fait, c'est devenu le point de départ de la conception de cette petite halle qui s'insère sur le foirail de Ghana. Et donc toute la couverture est en bardeaux de châtaignier qui permet de valoriser finalement cette ressource à la fois matérielle mais aussi humaine de la localité de Ghana. Donc c'est un petit équipement public avec une halle, mais aussi un syndicat d'initiative, le petit local des boulistes, les sanitaires publics, un lieu de stockage pour le foirail quand il y a des manifestations. Donc finalement un programme extrêmement simple, mais finalement on peut en faire un sujet très noble, d'architecture très noble. Pour moi, il n'y a pas de petit sujet, c'est-à-dire que tout doit être en fait
dessinée avec soin. Voici la relation de la halle avec le foirail. Là, de nouveau, là, on se tient devant le syndicat d'initiative et on regarde vers la partie ouverte de la halle. Et puis, voilà, quelques détails d'architecture qui... voilà, où le sujet n'est plus tellement la question de la structure, mais plutôt de la qualité de l'espace. Et avec une référence ici qui me plaît beaucoup, qui est une chapelle d'Asplund et Leverhulme, où l'appareil, le sujet, c'est pas la charpente en elle-même, mais c'est plutôt, on va dire, l'archétype de la toiture à 4 pans, posée sur une colonnade, avec une chapelle qui est précédée finalement par une sorte de grand porche ou de petite halle qui caractérise le seuil. Et puis aussi une autre référence moderne cette fois-ci, de Mies van der Rohe, avec voilà, ce qui est intéressant dans cette architecture, c'est que les poteaux ne sont pas dans les angles, hein, c'est un peu une sorte d'invention moderne, c'est-à-dire une ouverture dans les angles qu'on a reprise dans la halle. Et vous voyez ici, voilà, les angles qui sont ouverts. Bon, voilà, c'est plutôt des questions d'architecte. Un autre projet qui est aussi une halle, dans une vallée dans le Cantal, de nouveau, qui est un autre sujet intéressant. L'appel d'offres a articulé 3 programmes. Une halle, transformer l'ancienne école qui avait été fermée en un équipement sportif pour les trailers, les VTTistes, les parapentistes, etc. C'est une des plus belles vallées du Cantal, hein, qui dessert le Puy-Marie, voilà, qui permet d'aller d'Aurillac, qui est la préfecture, au Puy-Marie. Et puis, il y avait aussi des espaces publics à dessiner pour articuler en fait ces différents programmes. Et il était aussi demandé dans le projet de créer un grand parking pour les touristes l'été, parce que c'est un lieu qui est assez prisé des touristes. Et en fait, on a proposé au maître d'ouvrage de ne pas faire de parking à l'entrée du village, mais plutôt de valoriser un délaissé routier en amont du village et d'imaginer en fait faire en sorte que les touristes se déplacent sur un parcours piéton qui rejoint le bourg de Mandaille et qui nécessitait la création d'une passerelle. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de construire cette passerelle et du coup, autour de là, il n'y a que quelques places de parking voilà, qui sont plutôt dédiées aux habitants et aux personnes à mobilité réduite. Quelques images avant travaux, donc vous voyez une entrée de bourg, voilà, comme on en voit beaucoup en France, c'est-à-dire un peu dégradé, un ancien terrain de tennis désaffecté, un parking un petit peu informe, voilà, un traitement de la berge du cours d'eau qui n'est pas très valorisant, un travail de terrassement aussi qui est loin d'être optimal, des plantations stéréotypées avec des prunus, enfin vous voyez, de la signalétique un peu ratée. Et tout ça, c'est ce qui fabrique en fait l'entrée de bourg, quoi. Voilà, comme dans beaucoup de territoires. Hein, je vous apprends rien. Voilà, donc voilà quel était le terrain de jeu. Et donc là, le projet a consisté à renaturer en fait toute la berge du cours d'eau, créer un parcours piéton qui articule l'ancienne école avec la halle et le centre-bourg. La halle, elle reprend en fait une typologie qu'on retrouve dans toute la vallée, qui est la typologie de la grange étable, qui est implantée orthogonalement à la pente et qui superpose une étable et une grange où on stockait le fourrage. Et comme on est implanté dans la pente, on accède de plein pied des 2 côtés. Voilà. Et la typologie de la grange étable, elle est très belle parce c'est des bâtiments qui ont des très très belles charpentes, qu'on appelle des charpentes à couple, qui sont non hiérarchisées, c'est-à-dire qu'on n'a pas des fermes, des pannes et des chevrons, mais plutôt en fait la répétition tous les 60 cm de la même ferme, ce qu'on appelle des chevrons portant ferme. Et donc on est parti de cet archétype-là pour dessiner en fait la halle. Qui devient une sorte de grange étable dans le village et qui voilà, reprend sa charpente à couple, voilà, non hiérarchisée, et qui est une sorte de coque de bateau renversée, et qui est une charpente qu'on retrouve dans toute l'architecture vernaculaire de la vallée. Sauf qu'ici, évidemment, les murs de cette grange, qui n'en est pas une, en fait, sont ouvert, et en fait on révèle le squelette qui est habituellement engagé dans la maçonnerie traditionnelle des granges étables. Et cette halle, elle permet de découvrir le paysage, puisqu'elle est orthogonale aussi à la vallée, comme les granges étables,
et elle permet aussi de décrypter le paysage de cours d'eau, du paysage de la vallée et en amont du massif cantalien. Et donc cette passerelle aujourd'hui est en chantier, elle permettra en fait aux piétons, enfin comment dire, aux touristes qui stationnent en amont du village de pouvoir rejoindre le village à pied plutôt que de se garer à proximité immédiate du centre-bourg. Un autre petit projet dans Corrèze cette fois-ci, qui est dans une ferme. Cette photo elle est très belle parce qu'elle montre justement ce que j'évoquais tout à l'heure, la question des nouvelles ressources. Vous voyez toutes ces taches vert foncé ici. En fait, ce sont les nouvelles forêts de conifères. Il faut imaginer que les pleins là ont remplacé des vides. Tout ça, c'était des pâturages autrefois. Et le projet qu'on a fait dans cette ferme est une des seules fermes qui a demeuré, qui a préexisté et qui a conservé en fait son paysage ouvert. Aujourd'hui, en fait, tout autour de cette ferme, on est sur une exploitation forestière assez dense, avec des Douglas et puis quelques mélèzes aussi, mais voilà, une majorité de Douglas et de sapins. Et la commande, c'était de faire une toute petite maison pour un couple d'agriculteurs, avec 3 références qui étaient demandées. Les lits clos auvergnats, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on habite dans la pièce principale, les meubles de Chariol-Perriand, qui est ici, Et la 3e référence, c'était l'architecture japonaise, puisque dans ce couple d'agriculteurs, un des 2 membres est asiatique. Et donc le projet prend place dans ce tout petit hameau, à 850 mètres d'altitude. Et en fait, la position de la maison était libre et il nous a été demandé de choisir un emplacement avec eux. On l'a fait en concertation avec eux, bien sûr, mais on a passé plusieurs heures sur place pour en fait trouver un emplacement soigné un emplacement qui permette finalement à ces habitants, qui sont les gardiens de ce lieu, c'est-à-dire qu'à l'année ce sont les seuls habitants, l'été il y a d'autres familles qui viennent, mais il fallait faire en sorte que depuis cette maison, on puisse contrôler toute la ferme, contrôler les allées et venues toute l'année. Donc là on repart toujours de cette généalogie de projet, et l'idée là dans cette maison qui est ici, en fait c'est que la masse se réduit à un simple mur et on construit tout autour. Et ça, c'est une sorte de mur masse auquel on adosse en fait le poêle qui permet de chauffer toute la maison. Puisque en fait, étant agriculteurs, ils ont aussi des forêts. Et donc l'idée, c'est qu'avec quelques bûches, ils arrivent à chauffer toute la maison. Donc c'est une maison qui est très ouverte. On pourrait presque dire une maison sans vraiment de porte. C'est-à-dire que les portes, elles restent plus ou moins ouvertes. Et on passe d'un espace à l'autre très, très facilement. Et c'est une architecture qui prend le pari contraire des maisons en granit qui sont implantées en fait dans leur sol. C'est plus une architecture qu'on pourrait démonter demain, c'est-à-dire qu'il y a quasiment pas de fondation. Il y a un vide sanitaire qui est en structure bois et toute la maison est en structure bois, également issue d'une scierie tout à fait locale. Et la charpente reprend en fait des dispositifs qu'on peut voir en Asie avec une superposition de plusieurs strates orthogonales les unes aux autres, avec une toiture terrasse végétalisée qui permet de résoudre la question du confort d'été. Le rapport au paysage, une façon aussi de maîtriser toute la ferme, ce que je disais tout à l'heure. Des chambres qui ne sont pas des chambres, qui sont aussi des séjours. Ce sont des tatamis avec des rideaux qui permettent de fermer l'espace pour la nuit, mais le jour c'est aussi le salon. Une sorte de continuum spatial horizontal, les différents espaces, un coin bureau, le coin repas, le coin séjour, les chambres qui sont réduites à quelques mètres carrés juste pour pouvoir dormir comme dans un lit clos. Et puis tout ça a été réalisé en autoconstruction avec des plans extrêmement détaillés et mis en œuvre par le maître d'ouvrage. Et aujourd'hui, on travaille sur des bâtiments agricoles, notamment une bergerie. Et la question des espaces publics est un sujet important, me semble-t-il, quand même pour les territoires ruraux. Un exemple d'un village rue dans le Cantal, un petit bourg qui s'appelle Chalier. En fait, c'est un village qui s'installe sur une crête dans un méandre de la Truyère, qui est un affluent du Lot. Et dans ce village rue, qui se termine donc en cul-de-sac, on a identifié 3 espaces qui étaient très intéressants et qui permettaient d'imaginer 3 petites placettes et qui permettaient d'établir un rapport privilégié avec le grand paysage. Et à chaque fois, ces placettes sont adossées à un patrimoine bâti remarquable.
Ici, il s'agit d'une ancienne maison de notaire transformée en presbytère, qu'on a aménagée de manière très simple avec un tapis ici en granit, une bande de roulement très simple, des accotements qui restent en herbe, des vivaces plantées en pleine terre en pied de façade. Ici aussi, la deuxième placette en contrebas de l'église est un peu plus complexe du point de vue de sa géométrie. Elle articule plusieurs parcours, le promontoire de l'église, l'ancien chemin qui permet de monter aussi du château, et en contrebas, en fait, toutes les parcelles vivrières qui sont aujourd'hui en friche. Il s'agissait aussi d'accueillir du stationnement pour automobiles et puis un petit belvédère pour avoir une vue spectaculaire sur justement la vallée de la Truyère. Donc voici cet aménagement polyvalent, à la fois pour accueillir du stationnement, mais aussi imaginer d'autres usages. Le petit patrimoine d'aujourd'hui, voilà, autrefois on prenait beaucoup de soin à dessiner le four, le lavoir, et aujourd'hui, en fait, il faut dessiner correctement en fait, tous ces menus services rendus à la population, c'est-à-dire le tri sélectif, les poubelles, les ordures ménagères, l'éclairage public. Voilà. Alors tout ça, ça a été fait avec des ressources locales minérales cette fois-ci, donc de la pierre, donc soit de la pierre de réemploi, soit issue d'une carrière du Limousin. Et la troisième placette ici fait face à la mairie. Et en fait, elle est très simple, elle est polyvalente. On y permet à la fois le stationnement, mais aussi, vous voyez par exemple, ce petit dispositif en bois est un banc, mais il permet aussi d'arrêter les voitures qui sont stationnées quand les gens se rendent à la mairie. Et puis ici, une petite rampe qui permet à l'agriculteur de desservir, de se rendre avec son tracteur dans la prairie voisine. Voilà, ici, le cordon qui relie en fait ces trois placettes, et dans tout le village, les petits équipements publics qui peuvent être aussi la réhabilitation de patrimoine bâti existant. Ici, par exemple, c'est une ancienne bascule qui ne servait plus, qui a été réhabilitée et qui aujourd'hui sert de local poubelle.